Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Donc, bienvenue à ce troisième événement de la deuxième programmation AVF Paris. Donc, je tiens tout d'abord à remercier Christelle et Soya Cantine Bio, donc le restaurant qui nous accueille aujourd'hui, qui nous offre cette belle salle. C'est la deuxième fois, y compris l'année dernière. Notre initiative 1, 2, 3 Veggie, donc vous la voyez ici, c'est notre site qui vous permet d'accéder à plus de presque 600 recettes végétales gratuites, à des ateliers de cuisine et à tout un tas de ruses pour substituer des produits, etc. Donc c'est une ressource essentielle, n'hésitez pas à la consulter. Et bien évidemment, je voudrais remercier Willy Berton et Camille qui sont là de Nice, qui sont venus nous offrir cette belle démonstration culinaire. Chaque janvier, on essaye... On n'a pas fait encore. Ils vont nous l'offrir. Et chaque janvier, on essaye d'avoir quelqu'un d'ailleurs pour nous montrer une touche plus exotique. Ensuite, je souhaiterais remercier nos bénévoles, sans lesquels la programmation n'aurait absolument pas lieu. Donc tous ceux qui sont en vert, ou presque tous en vert, c'est grâce à eux et à elles qu'on arrive à faire ça. Cette année, vous avez encore la possibilité de profiter de 5 autres événements gratuits ou prix libre dans le cadre de la programmation AVF Paris. Donc le prochain, c'est très important d'ailleurs, c'est le 1er février. C'est une conférence gratuite qui s'appelle Collectif national pour l'option VG. Les usagers se mobilisent pour avoir le choix à la cantine. C'est-à-dire une conférence organisée par notre responsable Paul Cantine, Sarah Bien-Aimée. Et on aura une députée, Samantha Casbonne, la célèbre Samantha Casbonne, qui dans le cadre de la loi EGalim, États généraux de l'alimentation fin 2019, a fait passer un amendement qui rend possible maintenant, enfin obligatoire même, d'avoir au moins une fois par semaine du végétarien ou végétalien dans les cantines scolaires. Sans elle, on n'aurait pas eu ça, donc elle viendra nous parler de tout ça. Et elle ne sera pas la seule invitée, il y en aura encore d'autres, je ne vous dévoile pas les autres noms pour l'instant, mais je vous laisse la curiosité. Et le 29 février, l'économiste toulousain Nicolas Trèche viendra nous parler de la végéconomie, enfin Veganomics, donc l'économie du véganisme et de la condition animale. Il fait des études comportementales sur le public, l'évolution économique, et ça peut être très intéressant de voir ce qu'il a à dire sur ce qui se passe en ce moment. Aujourd'hui, pour revenir un peu au moment important, on a Willy Berton, premier chef vegan à avoir obtenu les titres de maître restaurateur français en 2017, un an après l'ouverture de son restaurant niçois, le Vegan Gorilla. Donc c'est une distinction qui nous a rendus à tous fiers, je dirais. Et avec Camille, il défend une cuisine végétale, bio, sans gluten, dans ce restaurant, le Vegan Gorilla de Nice. Je tiens à le dire parce que si vous faites le détour, n'hésitez pas à le découvrir. En janvier 2019, il remporte aussi le Bib Gourmand de Michelin, une autre distinction importante. Et comme vous le verrez aussi, leur succès est à la mesure de leur passion, parce que c'est une cuisine aussi qui a eu un engagement au départ. Ça faisait des années qu'ils étaient dans la restauration, mais ils ont une réalisation par rapport aux animaux, l'environnement, la planète, etc. Willy vous en dira davantage et plus précisément par la suite. Après la démonstration, n'hésitez pas à visiter le stand avec nos bénévoles pour consulter la revue de l'AVF trimestrielle, Virage, nos fiches nutritionnelles et notre documentation en libre service. Et si vous voulez adhérer à l'association sur place, on peut faire l'adhésion. Et aussi, pour ceux qui ne l'ont pas fait par Internet, donner la possibilité de recevoir les newsletters de l'AVF. Une partie, c'est 1, 2, 3 Veggie, et l'autre, c'est la newsletter de l'association, pour raconter un peu tout ce qu'on fait. Et pour terminer, nous avons, comme je le disais, souhaité que ce cycle soit gratuit ou prix libre pour permettre au plus grand nombre de venir. Donc, si vous apprécierez la démonstration, si vous aimez notre travail sur les cantines scolaires, ou encore le plaidoyer politique, la vulgarisation scientifique ou l'événementiel comme aujourd'hui, ou tout simplement si vous aurez apprécié cette démonstration culinaire, n'hésitez pas à faire une adhésion, faire un don. On mettra une boîte ici à la sortie, on aurait dû la faire à l'entrée, mais on a oublié. Donc n'hésitez pas à la sortie à faire un don aussi qu'on partagera avec Soya Cantine Bio parce qu'ils sont vraiment très accueillants, ils nous fournissent beaucoup de matériel. Je vous souhaite une très agréable démonstration culinaire. C'est tout. Je passe la parole et fourneau à Willy et Camille. Donc, à mon tour de vous remercier d'être là aujourd'hui. Donc voilà, comme il a été dit, on vient aujourd'hui pas que pour parler de notre restaurant ou de notre pâtisserie, on vient justement pour montrer un peu ce qui est faisable et ce qui est aujourd'hui la manière dont nous on voit la cuisine végétale. Donc bon, là on a peut-être très probablement déjà pas mal d'entre vous qui êtes
ou déjà des végétariens, ou déjà des gens qui savent cuisiner. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une recette qui, globalement, vous allez voir le rendu, paraît très technique et très compliqué, mais qui en réalité est très très simple. On va travailler 4 ingrédients différents, donc des choses que vous aurez globalement tous dans vos frigos ou dans vos placards. C'est juste un tour de main, et c'est aussi un peu pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous montrer qu'avec 2-3 techniques, on peut faire des choses visuellement super hype ou super gastro, mais qui en réalité c'est super facile. Donc qu'est-ce qu'on va faire bien précisément? On va faire un maki, donc je l'ai appelé ça un French maki, parce qu'il ne va rien y avoir d'asiatique dans ce maki, mais tout simplement avec des produits de saison, parce que nous on privilégie et on ne travaille que des produits de saisonnalité, locaux au maximum. On a la chance de vivre dans une région où on a beaucoup de fruits, les légumes c'est l'inverse, beaucoup de légumes, et les fruits c'est un peu compliqué chez nous parce qu'il n'y a pas grand chose qui pousse à part la fraise et les agrumes. Mais voilà, on a très peu de pommes, très peu de pêche, enfin, voilà. Par contre, tout ce qui est légumes, le chou, les butternuts, les légumes d'été, bon, tomates, aubergines, courgettes, tout ça chez nous c'est un peu comme les pigeons chez vous. Ouais, j'aime bien. Quand je suis à Lyon, je charrie les Lyonnais. Quand je suis à Paris, je charrie les Parisiens. Je charrie pas les Niçois parce que. Bref, donc on va travailler du chou. Ça va être ce qui va remplacer notre feuille nori, parce que je vais faire un petit récap rapidement. Un maki, vous savez plus ou moins tout ce que c'est. C'est une feuille de nori, du riz, une garniture intérieure. Pour les gens qui ne mangent pas comme nous, c'est du poisson ou du poisson. Et surtout, souvent il y a du fromage. Donc, nous là aujourd'hui, on va remplacer la feuille de nori par du chou. On va remplacer le riz par des patates. Vous allez voir, vous allez comprendre. On va remplacer ce qui est de l'intérieur normalement, de l'avocat, du saumon, du thon, par du butternut. Donc en fait, comme on va rendre ce plat qui a des ingrédients hyper simples, limite un plat un peu gastro. Donc on va servir ce plat dans des petites coupes comme ça. Alors vous allez me dire pourquoi dans une coupe creuse? Parce qu'en fait, on va servir ça avec un bouillon. Parce que l'idée en fait est partie, donc c'était l'entrée que j'ai servi au menu dégustation du Nouvel An. L'idée est partie de la soupe au chou avec les pommes de terre en fait. Et donc l'idée c'est d'avoir visuellement un maki, c'est pour ça qu'on a appelé ça un maki. Mais une fois que qu'on l'aura mis et qu'on aura versé le bouillon dessus, on peut très bien déstructurer le maki et se retrouver avec une purée, du butternut et du chou et manger ça presque comme une soupe. Ok. Donc on va commencer. Donc avant que vous arriviez, j'ai mis de l'eau à bouillir. Donc j'ai mis un bouillon de légumes. Vous pourriez très bien faire votre bouillon, mais on n'avait pas le temps. Et fatalité, Knorr, on aime ou on n'aime pas. En l'occurrence, Knorr a sorti une gamme bio et vegan. Donc c'est pas à négliger, c'est super pratique. Vous pouvez avoir ça dans votre placard, c'est bien pour assaisonner de l'eau, pour assaisonner, vous faites un bouillon, enfin vous faites une soupe, un petit cube à l'intérieur, ça amène toujours un truc supplémentaire. Là je crois que j'ai pris le classique, mais il existe basilic, romarin, enfin voilà. Donc on va commencer à préparer. Donc pourquoi la chauffante? C'est parce que dans le jargon de la cuisine ça s'appelle une chauffante. Donc là l'idée c'est on va blanchir, donc plonger les feuilles de... Si j'emploie des mots techniques que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser la question, je vous explique ce que ça veut dire. Donc blanchir, ça veut dire plonger un légume dans une eau bouillante, et on va ensuite le refroidir dans une eau glacée. Pourquoi? Garder la couleur, exactement. Mais surtout, pour arrêter la cuisson immédiatement, pour pouvoir ensuite avoir un légume qui est cuit à la perfection, si on sait le cuire. Donc ça, on va le lancer de suite. Donc on enlève la base, on va dire les 2-3 premières feuilles. Donc ça évidemment aujourd'hui on ne va pas s'en servir, mais vous pourriez très bien les garder et vous en servir dans une soupe, hein, 0 déchet au maximum, on est d'accord. Donc on va effeuiller le chou. Donc en fait, comment ça va se passer? Donc on va effeuiller le chou, ensuite on va éplucher les pommes de terre, les mettre à cuire, parce que ça va être globalement les deux choses qui vont être les plus longues à préparer. Pendant ce temps-là, on préparera le butternut. Le butternut, on va utiliser, c'est pareil, on va utiliser que cette partie-là. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin d'avoir des tranches. Vous allez voir, je vais les couper de manière à avoir des bandes assez longues pour pouvoir ensuite venir remplir le chou. Jusqu'ici, tout va bien?
On va faire comme une paupiette. Ouais, à part qu'on ne va pas la remplir comme ça, mais on va la remplir en maquis. C'est-à-dire que vous allez avoir, vous verrez après, on aura un tube qu'on coupera, et visuellement, vous avez déjà mangé des maquis, vous voyez à quoi ça ressemble, bah, ce sera pareil. Au lieu d'être noir avec du riz, ce sera vert avec de la purée. C'est pour ça qu'on n'a pas appelé le maquis juste pour dire maquis. L'idée, c'est que c'est quand même la forme et le visuel d'un maquis. Dans ma cuisine, j'aime bien les trompe-l'œil, j'aime bien recréer les plats qui peuvent être des plats tradis français, la blanquette, le bœuf bourguignon, enfin, c'est tous des plats que je refais à la carte du restaurant, le tartare, la tartiflette, enfin, c'est toutes des choses qu'on refait évidemment 100% végétal, hein, soit bien clair. Ça, je peux pas vous dire, c'est un de mes plats signature. Alors, je présente avec des champignons et de la betterave. Et visuellement, Elodie qui est là, qui a été une de mes anciennes cuisinières, pourra vous attester que Vous pouvez la soudoyer. vous pouvez la soudoyer pour qu'elle vous donne la... Mais ne cherchez pas, les vénales, elle va vous prendre un max. Comme toute démonstration culinaire en VF, c'est là pour poser des questions à chaque moment. On veut quelque chose le plus convivial, interactif possible. Donc ne vous posez pas de problème, posez des questions et découvrez tous les secrets de Willy. S'il veut bien vous les donner. Donc, bref, voilà. Non, oui, voilà. Donc l'idée du tartare, c'est vraiment, c'est parti d'une erreur. J'en parle aujourd'hui, mais j'ai pas de problème hein, quand je vous dis que c'est pas vrai, que c'est un secret. C'est parti d'une erreur. Un jour, j'étais en train de faire une farce à base de champignons et de betteraves pour faire un hamburger. On en parlait tout à l'heure. Et à l'époque, j'étais tout seul dans ma cuisine, pas comme aujourd'hui où on est 3. Et j'ai haché mes champignons, mélangé avec ma betterave, et j'ai fait autre chose. Et quand je suis revenu pour reprendre ma préparation de betterave, champignons, le dessus avait oxydé, donc j'ai mélangé pour mettre à cuire. Et en fait, quand j'ai mélangé et que j'ai mis à cuire, je me suis rendu compte que ça avait vraiment l'impression d'avoir de la viande crue hachée. Donc j'ai gardé une partie de cette préparation que j'ai mis au frigo dans une boîte, et j'ai assaisonné cette préparation comme un tartare classique. Des capres, des cornichons, des échalotes, du persil, de l'huile d'olive, de la moutarde et du tabasco. Et en fait, mon tartare végétal est né de là. Donc c'est un truc que j'ai fait à la démo à Paris l'année dernière, à la Veggie World. Et vous irez sur ma page internet si vous voulez voir. Enfin, ma page internet. Pour l'ancêtre. Ma page Instagram. Et c'est un de mes plats signature. Et visuellement, on dirait vraiment, c'est servi avec dans le maillot et des frites, comme un steak tartare classique. Et mon épouse, elle peut vous l'attester aussi, elle ne peut pas le manger. Parce que c'est très très ressemblant en termes de goût. Alors en termes de goût, pas trop. On a le goût cap, cornichon, un peu acide du steak tartare, mais on comprend direct comment les champignons et la betterave. Donc voilà, tout ça pour dire, parce que c'est quand même pas le thème de la journée, mais tout ça pour dire que j'aime bien aller chercher les trompe-l'œil. Souvent, souvent. Ça nous arrive que nos clients nous disent, mais pourquoi vous essayez de refaire parce que moi ça me fait marrer en fait. Ça me fait marrer d'aller faire des plats qui ressemblent à. Tout en étant justement en total décalage parce qu'on travaille que du végétal. Et de dire, voilà, regardez avec des betteraves, des champignons, machin, hop, on arrive à faire la tartiflette qu'on fait au resto, c'est pareil. On fait une tartiflette... Ça par contre, j'arrive vachement bien à manger. Une tartiflette végétale 100% et honnêtement, c'est bluffant, quoi. J'ai même des clients, des fois, quand ils viennent à manger, ils en prennent deux. Une en entrée, une en plat. Voilà. Donc pareil, on a revisité la soupe à l'oignon, on a revisité pas mal de choses. Donc là, c'est bon. J'ai mélangé, vous avez vu, parce qu'il faut que les feuilles s'attendrissent un peu pour qu'elles aillent au fond. Donc on va laisser cuire cette première partie. Donc ça, les choux, je les lègue à qui de droit. On va commencer à éplucher pommes de terre. On va gagner du temps. C'est quoi comme variété? De patates? Bonne question, monsieur. Pommes de terre qui sont faites pour la salade, la vapeur et sautées. Donc en fait des patates pour tout. Bio. Par contre, c'est pour le fond bio, il en manquait, j'ai mis un demi-kilo de roux. Non mais ça va, t'inquiète, si on passe tout ça, ils font le service ce soir avec. Hein. Vous les épluchez? Ouais madame, parce que... alors j'épluche quasiment aucun de mes légumes, mais il y a certaines recettes où c'est obligatoire. Là on va faire une purée. Donc la problématique de si on laisse la peau, voilà. Mais sinon, oui, effectivement, je n'épluche. Vous verrez, le butternut, on va sûrement le laisser avec la peau. J'épluche pas mes carottes, j'épluche pas mes patates douces. Bon, moi, je travaille 98% de mes produits sont bio. Donc non, j'épluche pas mes légumes, mais là j'ai pas le choix, quoi. Donc pareil, hein, on pourrait garder
pourrait garder les épluchures, en faire des chips. Servir avec le maquis, ça marcherait très bien, ça amènerait du croquant dans la recette. Vous avez le bac à compost pour vous réveiller? Malheureusement, à Nice, on n'a pas. Ah bon? On n'a pas de bac à compost. Bah, En fait, à Paris, ça commence. nous, on avait demandé à la ville de Nice, à l'environnement, justement de mettre, parce qu'on a la chance d'avoir, dans notre quartier, on est 3 restos un peu dans notre mouvance vegan ou au moins végé-friendly, et où on travaille tous des produits végétaux et des légumes. On leur avait demandé, on a un grand parc, on leur avait demandé de nous mettre un bac à compost, quitte à ce qu'on y aille nous avec nos sacs et qu'on jette. Ils n'ont jamais répondu, et bon. Non, ils ont refusé. Ah, ils ont refusé Ils carrément. ont refusé, ils ont dit que ça allait créer de mauvaises odeurs. Ah, Donc voilà, nous après dans le resto on peut pas les mettre parce que malheureusement on a des termes, on a des contraintes d'hygiène, voilà, et on peut pas se permettre d'avoir un compost dans le resto. Enfin moi demain j'ai un contrôle HACCP, donc l'hygiène. Ils vont me dire monsieur vous êtes gentil avec vos verres de terre, mais non mais surtout que voilà, par exemple depuis janvier on est obligé d'avoir maintenant même des contrats avec des sociétés d'assainissement. On est obligé d'avoir des ronticides. Et alors ça a toujours été obligatoire, mais on n'avait pas l'obligation de prouver qu'on en faisait. Maintenant, on est obligé, quand on a un contrôle d'hygiène, de montrer qu'on a des contrats, qu'on a les pièges. Enfin, c'est de pire en pire, parce que voilà. Mais c'est sûr qu'après, quand tu es assis dans un resto et que tu as une souris qui te passe entre les jambes, c'est moyen, mais ou un cafard, où on est d'accord, mais voilà, c'est un peu. Ah, il m'aurait fallu un commis pour éplucher les patates. Hello. Donc. Ouais, parce qu'après, quand on arrive à un certain niveau, on se la pète un peu et on n'épluche plus les patates. Hein. Voyons, moi je me la pète pas, je les épluche. J'ai pas le choix. Il n'y a qu'un économe. Sinon, je vous aurais sollicité. Hein. Non, mais ça va, c'est. Voilà. Je n'ai pas épluché tout le sac, ne vous inquiétez pas. Faut demander, hein, si tu veux. Non, c'est bon, t'inquiète. Sinon, la démo, elle est finie dans 10 minutes. Hein. Ouais, c'est une démo d'épluchure. Vous avez appris quoi aujourd'hui? Oh, il épluche les patates. Donc, cette purée, on va l'assaisonner margarine et huile d'olive. Hein, parce que l'huile d'olive, on est d'accord que. Enfin, je sais pas, vous en avez de l'huile d'olive ici? Vous n'avez pas d'olivier? Je me disais bien aussi. Quand on l'a fait remonter de 10, on en a déjà pas. Ah, les Parisiens, je suis sûr, on en a des olives. Du don. Pour qui se prend celui-là? Non, bon, blague à part, oui, on va assaisonner forcément huile d'olive. Je suis sûr qu'en plus celle-là vient d'Espagne. À tous les coups, ils ont enlevé l'étiquette pour pas que vous voyez qu'elle vient de l'autre bout du monde. Non, ouais, blague à part, on va assaisonner donc huile d'olive et margarine. Et après, on va rajouter un peu de crème de cajou. J'ai pas fait mon boulot comme il faut. Donc ouais. Au resto, vous la faites vous-même, la crème de cajou? Non. Ah non. Regardez, hop, hop. Dans Non, la non, limite c'est de trop. possible, aujourd'hui, on a essayé de prendre tout bio. En fait, non, au resto, on travaille certains produits qui ne sont pas faits maison, ben, la crème fraîche de cajou, la crème fraîche de soja, la crème de soja, la crème de cajou. Crème de riz, on la travaille pas trop parce qu'elle est un petit peu trop sucrée. Et du coup, ça dénature certains plats, ou du moins, il faut sursaler pour rectifier le goût de la crème de riz. Et le tofu. Ah, le tofu, ouais. Et le tofu. C'est les seuls produits qu'on peut pas, enfin qu'on peut pas, si on pourrait, mais il faudrait qu'on ait 2 mains, voire 3 mains de plus. Ouais, un mec, un manchot, quoi. Toi, je t'embauche, t'as qu'un bras. Comme j'ai besoin de 3 mains, là, ne m'en voulez pas. Hein. C'est les heures de train, le décalage horaire. Non, mais oui. À une époque, je me suis pas mal renseigné, ouais, pour faire mon tofu. Et en fait, c'est pas très long à faire, globalement, mais il faut être là, en fait. Il faut faire ça. Il faut presser, il faut cailler, avec le nigiri, tout ça. Donc, pour l'instant, c'est pas au programme. Non, mais ça veut dire que la crème de cajou toute faite, elle est bonne selon vous? Celle-là, Oui. elle est ultra bonne. Ah, voilà. C'est celle que je travaille moi, les Comil. Et d'ailleurs, c'est moi qui ai donné la marque à l'organisation. Et je leur ai dit, celle-là, elle est vraiment top. Et surtout, du coup, ça permet d'être soy-free pour les gens qui sont intolérants au soja, comme mon épouse. On essaye au maximum de retirer le soja de nos cartes. On n'a pas de gluten à la carte du resto.
Donc chez nous, il n'y a pas de PST, il n'y a pas de... il n'y a pas de farine de blé. Ok, bon là on est pas mal. Donc maintenant on va faire un truc pour gagner du temps. Il y a Gaïa qui te dit qu'elle fait un purée de cajou. Ouais mais Gaïa, elles sont fortes Gaïa. Bravo les filles. Donc les feuilles de chou, c'est quoi? C'est 5 minutes? Bon, en fait, c'est à l'œil en fait. Et c'est quoi le critère? C'est quoi le Critère? critère? C'est déjà pas de vous brûler, comme je suis en train de le faire. C'est de vous pincer la côte. Et quand vous sentez que la côte commence à être plus ferme, c'est que c'est cuit. Après, globalement, l'important, c'est la feuille, parce que là, vous allez voir la côte, on va la couper, on va enlever la côte, sinon ça croque un peu, c'est pas GG. Donc voilà, deuxième tournée. Donc on va enquiller sur les pommes de terre. Il faut garder la couleur, c'est pas une bonne idée de mettre quelques gouttes de jus de citron dans l'eau fraîche? Absolument rien. Après, vous pouvez, si vous voulez accélérer la cuisson, vous pouvez mettre du bicarbonate dans l'eau de cuisson, ça oui. Mais bon, là, on est quand même sur un produit qui cuit rapidement. Le bicarbonate, ça va être plus être pour si on cuit des haricots, des flageolets, des pois chiches. Puis ça enlève le côté indigeste du pois chiche, le bicarbonate. Mais sinon, non, le jus de citron. Le citron, ça va servir si par exemple vous coupez des pommes ou des poires et que vous les mettez dans l'eau le temps que vous fassiez votre préparation. Oui, là, vous pouvez mettre du citron. Et là, sur ça, c'est cuit. Donc là, le citron, pour le coup, il va influer en rien. Donc là on y va, à fond les ballons. C'est quoi les quantités? Ah madame, on n'est pas en pâtisserie, hein? Ah, moi les quantités, je suis une pipe sans nom. Non ouais, je travaille tout à l'œil. Donc Mais après, s'il y en a qui sont intéressés par la recette, il se posera gentiment dans l'avion au retour et il vous donnera la recette. ouais, je vous ferai un petit récap à la VF et comme ça. Enfin, en vrai, c'est elle qui se posera et moi je dicterai. Donc on sale les patates, hein, bien évidemment. Ah, on sale toujours quelque chose qu'on met à cuire. C'était pour moi. Ça c'est pour elle. C'est cadeau. Donc voilà, là on est bon. Hop, ça on va le mettre sur le côté. Faire attention au micro. Alors j'ai posé les choux tout à l'heure, ça a dû faire... ça a dû trembler. Donc maintenant, alors ça on est bon. Là on a mis les patates. Dès qu'on va avoir fini le chou, on va le débarrasser, on va le laisser tremper. On va se mettre sur le butternut. Donc je vais commencer à couper le butternut comme ça. Je vais vous montrer. Ah ouais, puisqu'on va le retirer en bande, donc on va le couper cru. On va peut-être l'éplucher en fait. On va peut-être l'éplucher parce que je veux qu'il soit... Quoi? Ceux qui ont les côtés dans le maquillage. Ouais, et puis surtout, voilà, ceux qui vont avoir les côtés, c'est moins cool. Mais surtout, je veux qu'il soit vraiment tendre. Donc là, on est sur un butternut, ok. On pourrait très bien... Enlève-les, ouais. Comme ça va... S'il te plaît. Ça va arrêter de trembler pour le micro. On pourrait très bien, j'y pense en même temps que je vous parle, vu qu'on est sur l'histoire d'un maquis, saumon, blablabla, on pourrait très bien rôtir le maquis avec un peu de liquid smoke, donc du liquide fumé, pour justement apporter au butternut un goût fumé. Donc on aurait un trompe-l'œil, puisque c'est orange comme le saumon, et deux trompe-l'œil, puisqu'on aurait le goût du saumon fumé. Okay, voire même, si on n'a pas de liquid smoke, mettre du fumé, c'est-à-dire un peu de tofu fumé dans votre purée, de manière à avoir, quand vous mangez le maquis, visuellement et gustativement, être un peu perdu, pas savoir vraiment d'où vient le fumé. Ouais, l'absent de chouchon, bien sûr. Moi, je le fais comme ça.
Moi, je le fais comme ça, mon liquid smoke, je fais une décoction de l'Apsong Souchong. Donc le l'Apsong Souchong, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un thé qui est fumé, naturellement, il n'y a pas d'arôme. Donc on fait une décoction, de l'eau, l'Apsong dedans, on le fait bouillir une dizaine de minutes, on le passe, on ne récupère que la décoction de l'Apsong, et dedans on rajoute du sirop d'érable et du tamari. Vous faites un mélange, vous mélangez, bouteille, et vous laissez ça 3 jours au frais. Et après, vous vous servez de ce liquide sur des pommes de terre, sur ce que vous avez envie en fait. Le sirop d'érable a une utilité. Ouais, le sirop d'érable va amener un côté déjà un peu sucré et ambré pour le liquid smoke et enlever le côté un peu amer du lapsang parce que le lapsang c'est quand même un peu amer. Et le tamari, ça va se saler. Oui, c'est pour ça que vous choisissez sucré, ça tout à fait sucré. Exactement. Votre couteau là, il coupe bien? Bah, il est pas à moi, mais ouais, il coupe bien, je l'ai aiguisé avant de le prendre. Ouais, ça c'est pareil. Hein. Philippe Etchebest vous dirait que le matériel c'est importantissime quand on cuisine. Cuisiner avec des clous c'est une catastrophe, on peut pas faire ce qu'on veut. Souvent c'est comme ça qu'on se fait mal, parce qu'on travaille avec des outils qui sont pas aiguisés, ça glisse. Moi je dis toujours, hein, que ce soit quand j'étais chef tradi ou maintenant vegan, je dis toujours à mes équipes, les gars, n'ayez pas peur de vous couper si votre couteau coupe. Ça paraît un peu fou parce que tu te dis ok mais t'as un couteau qui coupe et tu me dis de pas avoir peur de me couper. Mais c'est vrai en fait. Plus on a un couteau qui coupe pas, je te l'ai jamais dit. Tu peux bien couper, hein. Toi tu t'es coupé. Mais oui. Vous achetez où, quelle marque? Parce que là, quand je vous vois découper ça comme ça, et moi, avec les butternut. Oui, on est d'accord que chez nous, on est tous le couteau planté et qu'on sait plus quoi en faire. Planté dans la butternut. Exactement. Moi, je les ai C'est la différence, hein, j'ai envie de dire. Non, mais Sinon, c'est vous qui seriez là? Non, c'est pas la marque, vraiment, il faut vraiment qu'il soit aiguisé en fait. C'est un couteau, ça s'entretient, il faut un fusil. Vous voyez ce que c'est un fusil? C'est un coup de main. Non, mais voilà, c'est comme un mécano qui a sa trousse Facom et c'est un cuistot qui a ses. Voilà. Après, c'est vraiment ça. Après, Sabatier, c'est une très bonne marque. Global, c'est une très très bonne marque. Après, voilà, c'est comme tout. Par contre, quand vous partez dans le Global, ou un rein. Le rein, on en a 2, donc à la limite, vous pouvez hypothéquer un rein. Mais non, voilà, ouais, le couteau, c'est important. Après, là, elle m'a dit, je vous donne celui-là, c'est notre meilleur couteau. Je l'ai pris, j'ai fait, vous avez un fusil? Non, mais voilà, moi, je les ai pas amenés, comme j'ai dit, parce que malheureusement, la SNCF a eu la bonne idée de m'annuler mon billet de train retour. Donc, on est obligé de rentrer en avion, et donc, du coup, mes couteaux ne seraient pas passés. Mais je suis cuisinier, ouais, c'est ça, ouais. Alors, je suis passé de cuisinier traditionnel, conventionnel, effectivement, comme vous avez envie, il y a maintenant, en 2016, donc il y a 4 ans. Et qu'est-ce qui a décidé ce changement? Madame ici présente. Je n'ai pas décidé ça. Non, elle a pas décidé, mais c'est vrai que pour moi, c'était, je suis un cuistot, quoi. Donc, la viande, le poisson, ça fait partie à part entière de mon métier. C'est ma matière première, même si c'est aujourd'hui impensable de parler comme ça. Mais donc pour moi, c'était pas possible. Je me disais, mais ok, on va manger quoi? Quand tu devais me faire à manger au début, quand je suis devenue végétarienne, déjà, c'était compliqué. Surtout que ce qui est hyper paradoxal, c'est que je détestais les légumes. Mais vraiment. Ouais, voilà, je sais, à chaque fois que je le dis, tout le monde se marre. Mais j'aimais vraiment pas les légumes. Enfin, je mangeais les petits pois, les patates, si on peut appeler ça des légumes. Et voilà. Donc, quand j'ai découvert les courges et machin, ça a été une catastrophe. Et en fait, j'ai regardé le discours de Harry Gorosky. Gary Yourofsky. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Voilà. Et en fait, j'ai fermé l'ordi, j'ai regardé, j'ai dit ça y est, je suis végétarien, je veux plus. Donc moi, ça a vraiment été un côté physiologique, physique, où j'ai vraiment pris conscience que je pouvais plus me nourrir comme ça. J'ai perdu 14 kilos en 4 mois, à peu près, ouais. J'en faisais presque 90, je suis descendu à 71, aujourd'hui je suis à 77, voilà. Pour 1m83. Ça c'est fait. Et non, pas tout à fait. Parce que j'ai la boîte de sauvetage des cuisiniers. il est Mais attaché alors.
Ah ouais. Ouais, j'ai pris une taille en plus. J'ai pris une taille en plus. Non, mais voilà, ça a vraiment motivé mon changement. Et surtout, je suis rentré dans un resto où, bah, quand j'ai dit que j'étais végétarien et que ma femme était végane, bah, ils m'ont dit, ok, on vous embauche parce que, enfin, on vous embauche. Ils m'ont pas embauché que pour ça parce qu'ils cherchaient un chef quand même à l'époque. Mais ils voulaient mettre en place justement toute une carte végétale, une grosse... Ouais. Une grosse, c'est pas grave, même s'il y a 30 minutes de plus, ça craint. Une grosse offre végétarienne et végane. C'est un resto à Monaco, une grosse brasserie, on faisait 800 couverts par jour, on vendait 400 hamburgers par service, enfin, c'est une usine à gaz, j'avais 24 cuisiniers sous mes ordres, enfin, un truc de fou, en fait, pour faire 800 couverts, il faut être du monde. Mais du coup, on a mis 3 mois et demi à mettre en place une vraie offre végane avec des salades, avec... on avait réinventé aussi, revisité tout ce qui est... je ne sais pas si vous connaissez le shirashi. Parce qu'il y en a qui voilà. On avait revisité le shirashi en végétal, enfin voilà. Shirashi, globalement, c'est comme un maki ou comme un sushi, mais tout est déstructuré, c'est-à-dire que vous avez le riz, le côté poisson, les algues, et souvent il y a un tartare de légumes. Donc voilà, et donc ça a été le début. Et puis après, quand on a repris le Vegan Zoria en mai 2016, je suis devenu... T'étais déjà vegan? Ouais, il me restait le fromage. C'est la seule chose que j'arrivais pas à enlever. Et je l'ai enlevé en mai 2016. Ça a été terminé. On a pris les commandes du restaurant à ce moment-là et on n'est jamais plus revenu en arrière. Ouais. Pour quelqu'un qui voudrait devenir chef professionnel ou qui est vegan, il faut passer par un CAP cuisine, par exemple. Eh ben, bon courage. Il n'y a pas d'école en fait. Il y a des formations, mais elles ne sont pas diplômantes, elles ne sont pas reconnues. Après, c'est toujours pareil. Demain, vous faites la formation, je ne sais pas moi, de Tartampion, qui vous apprend les bases de la cuisine, parce que globalement, aujourd'hui, ce que vous allez avoir besoin pour devenir un chef, pour être chef, il faut du temps, un chouïa, mais pour au moins devenir un cuisinier professionnel, c'est, voilà, comme madame a dit tout à l'heure, mais je vous vois couper le butternut, j'ai l'impression que vous coupez une mode du beurre, voilà. C'est ça, c'est le temps, c'est le tour de main, et là, ça va être typiquement ça. Quand vous allez me voir rouler les maquis, vous allez vous dire, ok, en fait, c'est bête comme chou. Mais voilà, après, c'est... Il y a certains restaurants, ils vont vous prendre quand même, ils vont vous former. Non, ou s'associer avec quelqu'un qui a déjà un CAP et pouvoir ouvrir. Mais c'est le même problème en pâtisserie, hein, nous aussi. Bon, là, nous, on a aussi ouvert une pâtisserie et moi, j'ai pas de diplôme parce que j'ai appris, je suis autodidacte, j'ai appris comme ça. Et après, avec 3 ans d'expérience, on a le droit d'ouvrir sans diplôme. Mais il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer et qui ont clairement pas envie de passer un CAP avec Je vais la mettre là. produits animaux. Ça va éviter qu'on brûle. C'est un peu moins compliqué parce qu'il n'y a pas d'animal dans le... Enfin, il n'y a que des œufs, du beurre, etc. Mais ça reste quand même, ça rebute énormément. Mais là, ça fait, il y a déjà un cours qui est passé, on a encore 5 autres. Il fait une session de cours dans une école hôtelière. Dans le lycée hôtelier de chez nous, à Nice. Voilà. Et en fait, c'est enfin oui, mais c'est pas obligatoire. Ouais. C'est-à-dire que les étudiants ne sont pas obligés de venir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Ouais. Là, on a fait la première en novembre. En novembre, on a fait la première session avec... En fait, j'ai été sollicité par une prof. J'ai pris une stagiaire du lycée hôtelier un jour qui passe par le Greta, je ne sais pas si vous connaissez, formation pour adultes. Et en fait, à la fin de son Greta, sa prof vient me faire le rapport de stage, quoi, pour voir un peu comment elle était, etc. Et elle me dit, mais vous n'auriez pas envie de mettre en place une session, si j'arrive, moi, à mettre en place dans le lycée... vous faire venir en tant qu'intervenant pour donner des cours sur les bases de la cuisine végane, pour expliquer, végétale, hein, faut pas faire peur, sur la cuisine végétale, pour justement expliquer un peu aux jeunes comment on fait. Bah ouais, carrément. Et puis en fait, elle m'a relancé en septembre et roule ma poule. Donc on a fait ça. On en a fait un premier en novembre. Là, en décembre, on n'a rien fait parce qu'avec les fêtes, les vacances, ça ne servait à rien. Et là, on en a un à Noël. En janvier... C'est pas du tout fatigant le métier de restauration. On en a un en janvier, on en a un donc après tous les mois jusqu'à la fin scolaire. Et on voudrait, à la fin de l'année scolaire, organiser un repas avec tous les jeunes qui auront participé aux ateliers et faire un repas dans leur resto d'application 100% végétal. Donc là, ils étaient 17 ou 16
donc libre, c'est-à-dire qu'elle leur a dit voilà, tel jour, telle heure, il y a une cuisine végétale qui est intéressée, et ils se sont tous inscrits. Et à la fin du premier cours de cuisine, ils se sont tous déjà réinscrits pour la poursuite de la semaine prochaine. Donc non, c'est plutôt cool. Il y a même une des élèves qui m'a contacté pour venir en stage chez nous en juin. Elle fait un concours au mois de mars. Elle m'a demandé d'être son chef, de la coacher sur toute la partie garniture. Parce que le thème, c'est un thème classique, c'est la pêche durable. Voilà. En fait, tu mets la canne à pêche et puis tu sors rien. Tu sors du plastique. Tu sors du plastique. Ouais, ça ouais. Et du coup, donc elle m'a demandé, chef, est-ce que vous pourriez travailler avec moi la partie environnementale, la partie Végétal. garniture. Je vais y arriver. Donc là, C'est de la margarine ou de l'huile? c'est de l'huile d'olive, madame. La margarine, je m'en sers pas. Juste là, je m'en sers dans la purée parce que normalement c'est du beurre. Et voilà. Non, moi je travaille quasiment que de l'huile d'olive. Hein. Allez, quoi, pas cuire au beurre, oh. Hein? Vous ne faites pas bouillir dans l'eau, non? Idem pour les panais ou les carottes. Ça dépend de la recette. Si je fais une purée de panais, oui, je vais cuire à l'eau. Si je fais les sauter. Non. En direct. Le topinambour, pareil, en direct. Topinambour, ce que je fais, comme c'est un légume un peu fibreux, je mets de l'huile à chauffer, je mets le topinambour dedans, je mets de l'eau à hauteur des topinambours et une noisette de margarine et je couvre. Comme ça, ils cuisent dans l'eau, mais en même temps assaisonnés. Et une fois que les topinambours sont quasiment arrivés à cuisson, donc en les testant avec une lame, j'enlève le couvercle et là je mets le feu vif. Comme ça, l'eau réduit et ça s'appelle glacé en fait. Et en fait, le topinambour est croustillant à l'intérieur, à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Vous pouvez faire pareil avec tout ce que vous voulez, avec les patates, les panais, les carottes. C'est une méthode de cuisson, ça s'appelle le glaçage en fait. On fait pareil avec les oignons grelots, on fait pareil avec n'importe quel légume. Donc là, il ne manque pas grand chose pour les pommes de terre. Alors les œufs dans les gâteaux, vous les remplacez par quoi? Plein de choses. Ouais, alors moi je fais beaucoup de pâtisserie crue déjà, donc il n'y a pas vraiment d'histoire de remplacer ou pas. Après, dans les recettes qui ne sont pas crues, par énormément d'ingrédients, ça va dépendre aussi de la recette. La banane, c'est un super œuf, mais ça donne le goût de la banane. Donc pour les bananes à bread, vraiment, par exemple, il n'y a absolument pas besoin de mettre de l'œuf. Après, vous pouvez utiliser de la crème végétale, vous pouvez utiliser de l'aquafaba suivant l'utilisation de l'œuf. Oui, mais il ne faut pas le cuire. La graine de lin, voilà, qui fait aussi un œuf, ça fait un côté un peu gel. Après, c'est pareil, tout dépend aussi. Je te brûle pas, attention. Tout dépend aussi de l'utilisation de l'œuf. En fait, soit dans la recette, vous deviez vous servir des jaunes, soit des blancs montés, soit de l'œuf entier. Donc, moi par exemple, j'avais une super recette de. Mon mari aime bien se moquer de moi à chaque fois qu'il le raconte, donc pendant qu'il n'est pas là, je vais vous dire de manière plus sympa. J'avais une super recette de moelleux au chocolat de ma mère, et avec des œufs dedans. Et la première fois que j'ai voulu le végétaliser, voilà, il est revenu. Quelle merde! Oh là, on a bouffé un truc dégueu, mais alors? C'était pas bon. Ah, là, c'est pas le mot pas bon. C'était pas comme. Non, mais je la charrie parce qu'aujourd'hui, il est fou et c'est un des meilleurs gâteaux qu'on fait, mais quand on est passé du. Hein? On fait? Bah oui. J'ai remplacé par de la crème de riz. Et ça, c'était pas bien alors. Ça, non, bah là, dans ma recette officielle, finale, c'est de la crème de riz. Donc vraiment, ça dépend. Moi, c'est vrai que l'œuf de lin, j'utilise pas des masses parce que j'ai pas beaucoup de recettes. En fait, je végétalise plus des recettes. Vous les créez directement. Ouais, voilà. Parce qu'on est arrivé avant. Non, mais bon, c'est vrai que quand on a ouvert le resto il y a bientôt 4 ans, j'étais directement plongée dans le grand bain parce que je suis passée de faire des gâteaux à la maison à devoir gérer les pâtisseries d'un resto. Donc c'est vrai qu'au début j'ai beaucoup pataugé et maintenant forcément depuis bientôt 4 ans que je le fais, j'ai un peu plus d'expérience heureusement. Par rapport aux quantités, tout à l'heure, que je vous dis que je suis une pipe, voilà, vous voyez ce que j'ai coupé, et globalement je pense que c'est ce qu'on va utiliser. Tu croirais où, t'as dit? À la maison. Ouais, donc voilà, alors là on a goûté les pommes de terre, on a écrasé les pommes de terre, on va assaisonner les pommes de terre. Donc là un peu de margarine, un peu de l'huile de zitoun.
Voilà, oui. Moi je travaille, au resto, je travaille soit fleur de sel, soit sel de l'Himalaya. Et je travaille énormément de sel fumé. Parce que oui, j'aime beaucoup le sel fumé. Je travaille avec une maison qui est sur... en Bretagne, si je dis pas de bêtises. Ça s'appelle Les Enfumés. Et ils travaillent, ouais, ils sont super. Là, on a mis au point... on devrait avoir mis au point en janvier un sel à l'écorce de citron. Parce que moi, je suis mentonné et qu'à Menton, Menton est sur citron. Voilà, donc on va faire un sel fumé au citron. Là, ils ont fait un sel fumé au piment d'Espelette qui est incroyable. Ils ont fait un sel fumé aux herbes de Provence qui est vraiment très très bien, qu'avec des produits français, le sel français, enfin vraiment tout est... Et ils ont fait un truc que j'ai trouvé génial et que j'ai utilisé aussi, c'est un sel à la graine de moutarde. En fait, ils ont contacté une société à Dijon qui utilise la graine de moutarde, mais pour faire la moutarde, une fois qu'ils ont fait leur moutarde, les graines, ils les jetaient. Donc en fait, ils les ont contactés, ils leur ont dit eh les gars, nous les graines, on les veut bien quoi. Du coup, ils récupèrent les graines, ils les torréfient et ils en font un sel fumé. Donc bon, voilà. Hein. Rebuchon à qu'à bien se tenir. Avec les patates douces, ça Non, marche je déconne. aussi. Bien sûr, bien sûr. Là, moi, je fais patates parce que la purée, c'est trop bon. Mais oui, vous pouvez faire ce que vous voulez, pané, c'est ce que je disais tout à l'heure, topinambour. Enfin, on peut faire vraiment avec ce qu'on a envie, quoi. Après, moi, je pars du principe quand même que si vous avez déjà une butternut à l'intérieur, une patate douce, ça va être un chouïa redondant en termes d'orange déjà. En termes de goût, on va être quand même sur des produits super sucrés. Ouais, bon après, des patates douces, il en pousse ici, hein. Bien sûr. Moi, il en pousse chez moi, des patates douces. Donc, n'hésitez pas, il faut goûter quand on cuisine. C'est importantissime. Parce que servir un truc qui n'a pas de goût, qui est fade, si vous avez passé 2 heures en cuisine et que vous le mettez dans la bouche et que vous faites merde, il n'y a pas de sel, c'est un peu dommage. C'est ce que je dis toujours à mes équipes, les gars, goûtez. Des fois le matin on goûte 30, 40, 50 fois les plats, les preps qu'on fait au fur et à mesure pour être sûr de l'assaisonnement, que ce soit juste. Parce qu'une fois que c'est parti, c'est parti. C'est pas toujours évident à 9h du matin. Ah ouais, mais ça... Et vous improvisez des recettes tous les jours en fonction de... Alors nous on a une carte à la semaine. Ah, oui. Donc on improvise une carte à la semaine, on va dire. Donc c'est plus vraiment improvisé. Non mais nous on change de carte tous les lundis. En fait on a 2 plats, 2 entrées, 2 plats et 2 ou 3 desserts faits par la pâtisserie. Et donc ouais, c'est un peu de gymnastique parce que du coup il faut beaucoup réfléchir. Mais par contre voilà, c'est cool, ça évite la monotonie. J'ai tout pété. Ça évite la monotonie et surtout ça permet aux clients de venir plusieurs fois. Donc ça, butternut il est cuit. Le chou. Vous êtes à feu super doux là sur le butternut. Pardon? Vous êtes à feu très doux. Ouais. j'imagine. Bah ouais, il faut. Vous voyez, il y en a déjà qui ont cassé. Bon, c'est pas très grave parce qu'après quand on va les ranger dans le maquis, ça se verra plus. Mais ouais, il faut les cuire vraiment doucement. On peut les cuire à l'unilatéral parce qu'évidemment, plus on va les bouger, plus on risque de les péter. Donc à l'unilatéral. Vous savez tout ce que ça veut dire, que d'un côté, comme le poisson. Donc voilà, ça on est bon. Maintenant on va mettre l'assaisonnement dans la purée. Donc, bravo. Ça, c'est aussi le geste sans couper les doigts. Ouais, ça marche à tous les coups. C'est comme ça que je l'ai eu d'ailleurs. C'est que pour ça qu'on l'a invité en fait. Le reste, c'est... Il attendait ça depuis le temps. Quand est-ce qu'il va émincer à Ciboulet? Je vais y aller, hein. Je crois qu'il n'y en a pas assez en plus, il va falloir que je recommence. Moi, la pâtisserie pour mon avocado toast, je le fais au ciseau. Hein. Ou alors des fois elle m'appelle, tu peux venir, il faut que je coupe de l'ananas. Bah oui, parce qu'en 30 secondes, il me débite un ananas en semi-carré et que moi, il faut... Et même après quelques années... Non, oui, même après quelques... Ah, mais moi, je suis totalement nulle en salé. Je fais à manger pour les enfants, tout brûle, ça n'a pas de goût, c'est... Mais très complémentaire.
C'est exactement ça que je m'arrête. Juste parce que je sais bien cuisiner. Donc, persil, ciboulette, on pourrait mettre de la coriandre, on pourrait mettre ce qu'on veut. En vrai, on travaille, si vous faites ça cet été, bon, bah, vous ne ferez pas que du chou pour le coup, mais admettons, vous pourrez mettre du basilic, vous pourrez y mettre... Oui, parce que le basilic, c'est que l'été normalement. Enfin, chez nous. Donc ça c'est pareil, hein. Ça n'a rien à voir avec la recette, mais nettoyer au fur et à mesure c'est bien. Ça permet, quand on a fini de cuisiner, de ne pas avoir 3 heures derrière, nettoyer la casserole, la cuillère, la fourchette, le machin. Si vous faites tout ça au fur et à mesure, une fois que vous passez à table, ben, globalement, vous avez, c'est pareil, moi je dis tout le temps à mes équipes, nettoyer au fur et à mesure, range. Ou quand on a des grosses prep le matin, ça arrive qu'à un moment je leur dis maintenant basta. On fait un gros coup de propre avant d'attaquer une nouvelle prep ou de passer sur autre chose. Donc, blague à part, maintenant on prépare nos choux. Donc, on enlève la côte. Putain, il y a personne qui a dit la côte. Donc on peut alterner les couleurs évidemment. Hein. Faut que on va pas se... Le visuel c'est quand même important, on mange d'abord avec les yeux, même si il n'y a pas que ça, faut que quand on met en bouche il se passe un truc. Donc est-ce que je peux avoir une petite assiette celle-là? C'est à toi. Voilà. Donc, on va le garder. Donc c'est là que tout va se passer. Je vais le mettre là comme ça vous voyez. Hop. Pour la prochaine fois ce serait bien d'avoir un écran et qui est filmé et qui se retransmis. Je dis ça, je dis rien. Non mais en vrai là on n'est pas beaucoup mais sur certaines démos c'est quand même... Ouais, la VG World par exemple, après c'est la VG World, hein, c'est... Non mais là pour le coup sans charrier, c'est super pratique d'avoir tout ce qui se passe derrière. Donc là le but c'est de faire un lit, ok? Une fois que ça c'est fait, quoi? Non il est loin. Silence de cathédrale. De cathédrale. Et du coup, l'assaisonnement, il n'y a pas de poivre. Ouais, moi je travaille très peu le poivre. Je suis très mauvais en poivre. D'ailleurs, il faudrait que je m'y mette parce que j'en ai découvert certains et c'est vrai que c'est super cool. Mais évidemment, si vous aimez le poivre, Sichuan, Timout, Jamaïque, ce que vous voulez, ça marche. Hein. Non, parce qu'une fois qu'on est à la maison... C'est marrant parce que j'ai fait un cours de cuisine. Parce que j'ai fait des cours de cuisine au resto ou pour mes clients. Et j'ai une dame, elle a filmé tout le cours de cuisine. Passé 2 heures comme ça. Mais il y en a d'autres. Hein. Et elle m'a dit la même chose que vous. Elle me dit ouais, parce qu'après quand on est à la maison, c'est pareil. Hein parce que nous on a un peu l'accent comme ça chez nous. Surtout les dames. Donc voilà, là j'en ai cuit 8-10, mais rien ne nous empêche d'en recuire dans 2 minutes pour continuer à rouler. Ok, donc une fois que c'est bon. Un instant, s'il te plaît. Il faut penser à ceux qui ne sont pas là. Vous me dites quand c'est bon. C'est les festas. C'est bon?
C'est là que vous avez qu'on a la pression. Et là, roule ma poule. Ça avec un sushi classique japonais, non? Avec un truc en bambou, pas plus grand. Vous allez voir. Si c'était faisable avec un truc en bambou, je l'aurais fait avec un truc en bambou. Parce que là, l'idée, c'est vraiment ensuite d'en faire comme une ballotine. Parce que ça, normalement, ça va au froid. Bon, là, on peut pas. Parce que l'idée, en fait, de ce plat, dans un bac, une plaque, un truc, frigo pendant 2 heures, refroidi. Et une fois qu'il est froid, on coupe. Déjà, c'est plus facile. Et ensuite, on le sert avec un bouillon chaud, ce qui fait que vous avez un vrai contraste chaud-froid. Donc, si vous refaites ces recettes un jour chez vous, n'hésitez pas à taguer le restaurant. On aime bien voir on aime bien quand les gens qui assistent à nos démos, etc., refont les recettes pour voir un peu ce que ça donne et pour qu'on se marre en fait. Il était gentil au début, et puis là... Alors moi j'allais dire, si vous voulez faire les recettes et que vous êtes en panique, vous pouvez aussi écrire et on vous répondra avec plaisir. D'abord on se marrera et puis après on vous répond. Non, moi je me marre pas parce que plus nul que moi il n'y a pas. Non, ça va, je plaisante. Et vous pourriez le faire quand même avec du riz ou pas? Ouais. Alors on en a à la carte cette semaine. On les fait avec du riz classique. On a fait une crème fromagère à base de cajou, d'aneth et de camembert. On travaille avec les petits véganes pour les camemberts. Ah, ils sont délicieux. Voilà. Donc en fait on mixe le camembert avec des cajous. Enfin on fait une crème de cajou. Ensuite on mixe le camembert avec la crème de cajou et on assaisonne ça à l'aneth. Et pareil, bon là pour le coup on utilise le tapis, la feuille de nori trempée, le riz, la crème de cajou, carottes violettes et de l'avocat. Et on roule les sushis. Et c'est servi avec on a fait un condiment mangue, gingembre, wasabi et de l'algue wakame. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais la goma, celle, vous savez, vert fluo qui est assaisonné un peu au piment. Sésame, piment, c'est trop bon. Donc ça, la purée, il ne faut pas qu'elle soit trop fluide non plus, parce que sinon vous allez galérer pour la tasser. Donc il faut bien qu'elle soit quand même un peu sèche. Donc voilà un peu, donc vous voyez c'est pas hyper compliqué, ça peut changer des maquis classiques si vous invitez des gens à la maison, il faut juste, c'est juste le tour de main pour rouler le, ouais, un ou deux on les plante, après vous savez, souvent quand les gens me demandent oui qu'est-ce que ça a changé pour vous de passer à la cuisine végétale, donc clairement ce qui a changé c'est que je travaille globalement plus les mêmes produits. Mais par contre, les techniques, j'ai gardé exactement les mêmes. C'est-à-dire que cette technique-là, j'utilisais quand je faisais des ballotines de volaille, par exemple. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du chou en base, j'avais un filet de poulet. Et au lieu d'avoir dedans de la purée, j'avais une farce. Et c'est exactement le même procédé. On a le papier film, on roule, on serre. Et souvent, derrière, on cuit au courbouillon, on cuit vapeur. Donc là, on travaille tous des produits cuits. Je vais y arriver. Mais là, vous voyez, par exemple, suite à ça, ça m'a fait réfléchir sur comment recréer une saucisse. Parce que je fais un petit salé aux lentilles au resto en ce moment, que je travaille avec du tofu fumé, mais j'aimerais que visuellement il y ait une saucisse dans le plat, pour vraiment rappeler la morteau, voilà. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire ma farce que je fais habituellement quand je fais les kefta dans le couscous, parce que je fais ça aussi, ou quand je fais des boulettes de viande l'été, en travaillant du tofu fumé, ma farce, rouler de cette manière-là et après cuire vapeur pour que la farce à l'intérieur cuise
Et à la fin, c'est vraiment le travail, hein. Ça pour le coup c'est du taf. Et à la fin, les cuire au four ou les rôtir juste pour faire donner une coloration saucisse, quoi. Donc voilà, en fait c'est beaucoup ça notre cuisine aujourd'hui, c'est que bah, une prep, un plat va nous faire voyager sur un autre, nous faire réfléchir, parce qu'aujourd'hui on est quand même dans une cuisine où clairement on est en 1960, ou en 1900 même j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on n'a aucune base, on a des livres de cuisine, mais globalement on tourne en rond, on a toujours plus ou moins les mêmes recettes, le houmous, le machin, le truc, le bidule, donc c'est hyper compliqué et aujourd'hui moi quand je fais mes plats, bah voilà, j'ai 25 ans de métier de cuisinier global, on va dire aussi bien végétal que tradi, ça fait 24 exactement que je fais ce métier, 15 ans que je suis chef. Et en fait, qu'est-ce que je fais? Bah, quand je veux faire un plat, je me dis ok, quand tu travaillais de la viande, tu travaillais comme ça, tu faisais comme ça, par quoi tu pourrais le remplacer? Alors effectivement au départ, nous aussi c'était la brasse coulée parce que il fallait tâtonner, chercher. C'est vrai que maintenant, ça fait 4 ans qu'on fait ça, on a des fondamentaux, on sait plus ou moins ce qui marche, comment recréer une boulette de viande, comment recréer... Là, on a mis au point, ça pour le coup, je ne vous le dirai pas, mais on a mis au point du poulet grillé. On fait une salade César avec du poulet grillé à l'intérieur. Et texture et visuel, demandez-lui, parce qu'elle a énormément de mal avec ça. Quand je lui ai fait goûter, elle m'a regardé genre, ok, c'est pas du poulet parce que c'est toi qui l'as fait, mais c'est quoi? Comment? Pourquoi? Pareil, on fait l'effiloché de cochon de la même manière. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà mangé ça une fois dans vos vies, mais normalement, c'est la poitrine de porc qui est cuite au four pendant 10-15 heures. Et après, on l'effiloche et souvent, c'est mis dans un hamburger et ça s'appelle pulled pork. C'est pareil, on a recréé, on est allé chercher avec des assaisonnements, avec des épices et avec des ingrédients secrets, de manière à recréer ça. Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les gens me disent « Ouais, mais pourquoi tu veux toujours essayer de recréer ?» Parce que ça me fait marrer en fait. Ça me fait marrer d'aller essayer d'aller chercher des... Alors après, on a des plats qui sont hyper tradis. Quand on fait des pâtes, on fait des pâtes. Quand on fait... on a des plats très classiques, on va dire. Mais voilà, moi, le côté... J'ai énormément de mal avec le bowl, avec le quinoa, l'avocat, les carottes râpées. Donc, voilà, j'ai un peu de difficulté avec ça. Et puis surtout, ça me plaît d'aller essayer de chercher et surtout de mettre le trouble au client. C'est-à-dire que quand il mange, il se dit putain, c'est exactement les mêmes marqueurs de goût, on est presque sur les mêmes textures. Donc voilà, nous, notre style, c'est celui-là. Et voilà, quoi, tout se fait 100% maison. C'est pour ça que j'ai un petit R bleu, blanc, rouge sur le bras. Personne m'a demandé ce que c'était, donc je vais quand même vous expliquer ce que c'est. Non, parce que c'est super important. Parce qu'en fait, c'est vraiment un label. En vrai, c'est le seul label qui devrait être reconnu. Parce que c'est un label d'État et le maître restaurateur. C'est un label remis par l'État, vous avez une audit, on vérifie vos factures, on vérifie le backup du cuisinier parce que c'est vraiment perso. C'est-à-dire que si demain je quitte les Vegan Gloria, le label me suit, il ne reste pas au restaurant, à contrario d'un Michelin qui va rester dans le resto X temps jusqu'à ce qu'il soit revisité de nouveau. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est 50% des produits de la carte doit être local, 100% fait maison, et derrière tu dois toi avoir un vrai backup de cuistot. C'est-à-dire que c'est pas que tu te lèves un matin, tu travailles 2 carottes, 3 navets et tu dis je suis maître restaurateur. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, on te demande ton diplôme et par rapport au diplôme que tu as, tu as un critère. C'est moi par exemple, pour ce qui me concerne, j'ai un CAP classique de cuisinier que j'ai passé en 97 et donc c'était 10 ans d'expérience et 5 ans en tant que chef de cuisine. Donc moi j'avais 20 et 10, donc sur ça c'était reconnu. Et c'est le préfet de votre région qui vous le remet. Enfin, vous recevez un courrier, il ne vient pas chez toi, tiens. Mais tu reçois un courrier. Tu as une question? Alors moi j'ai commencé très tôt, parce que j'ai la chance d'être issu d'une famille de cuisiniers. Donc la première fois que j'ai mis un tablier de cuisine, j'avais 12 ans. Ouais. Et ensuite, j'ai fait plein de fois de stages avec mon papa à l'époque. Et un jour, j'ai dit je vais être cuisinier. Donc il m'a dit t'es sûr, c'est un métier très dur, tu vas travailler quand tes copains sont à la plage, tu vas travailler quand tes copains font la fête, tu vas travailler quand tes copains partent en vacances. J'ai dit ouais, je vais être cuisinier quand même. Et donc je suis rentré au lycée hôtelier, j'avais 14-15 ans. Parce que j'étais pas une lumière à l'école en fait. Je me faisais chier. Et du coup, ils m'ont dit... ouais, je sais, c'est pour ça que je me suis excusé d'abord. Je m'ennuyais. Comment ça excuse? Bon bref, je m'ennuyais.
Alors ça va. Je m'ennuyais et je m'ennuyais à l'école et plutôt que perdre mon temps, ils m'ont dit bah écoute, tu vas être cuisinier, très bien, on va te réorienter et donc du coup je suis rentré au lycée hôtelier et j'ai fait mon CAP en 3 ans et je suis sorti de là avec mon diplôme et je suis allé travailler. Donc j'ai eu mon premier contrat, j'avais tout juste 18 ans. En septembre. Ouais, en septembre 97. Bah déjà remercier l'AVF d'avoir organisé cette démo culinaire qui était super sympa, les gens très réceptifs, toujours bien de venir sur Paris et voir un peu le retour de notre travail et voilà donc pourvu que ça dure comme on dit, longue vie aux démos culinaires de l'AVF et puis à bientôt j'espère, merci beaucoup.